composition et produit matriciel. Considérons trois espaces vectoriels, grand E, grand F et grand G, et deux applications linéaires, petit f qui va de grand E dans grand F et petit g qui va de grand F dans grand G. Alors vous savez, quand vous avez un schéma de ce type-là, vous pouvez composer les fonctions. Je vous rappelle, si vous prenez un vecteur u par f, vous pouvez lui associer f de u, puis après vous appliquez g, ce qui va vous donner g de f de u. Vous avez donc défini une fonction qui va de grand E dans grand G, qui a u associe g de f de u. Et cette fonction, je vous rappelle, s'appelle g rond f. Donc ceci, c'est g rond f de u. Maintenant, si f et g sont linéaires, est-ce que g rond f sera également une application linéaire? La réponse, c'est oui. Alors, on va le démontrer. Pour vous aider, je vous ai remis la définition d'une application linéaire. Donc nous, on va prendre deux éléments de l'espace de départ de g rond f, que ce soit u et v dans E. On va prendre un scalaire, et on va s'intéresser au calcul de g rond f de u plus lambda v. Le jeu, c'est de montrer que c'est égal à g rond f de u plus lambda g rond f de v. Revenons à la définition de g rond f. G rond f, par définition, c'est g de f de u plus lambda v. Mais f, par hypothèse, est une application linéaire. Donc ça, je peux le casser. C'est aussi g de f de u plus lambda f de v, car f linéaire. Mais regardez, ici j'ai g de vecteur plus lambda vecteur, et g est une application linéaire. Donc ça aussi, je vais pouvoir le casser. Ça va me faire g de f de u plus lambda g de f de v. Donc ça, c'est car g est linéaire. G de f de u, par définition, c'est g rond f de u. Et g de f de v, par définition, c'est g rond f de v. Et on a bien réussi à montrer que g rond f de u plus lambda v, c'est g rond f de u plus lambda g rond f de v. Conclusion, g rond f est bien une application linéaire. Alors une fois qu'on a vu ça, on se dit, bon, et en dimension finie, on pourrait peut-être essayer de transcrire la composition de manière matriciellement. Alors à f, en effet, si vous êtes en dimension finie, vous allez pouvoir lui associer une matrice, mf. À g, vous allez pouvoir lui associer une matrice, mg. Mais comme g rond f est linéaire, vous pouvez aussi lui associer une matrice qui sera m de g rond f. Et ce que l'on va faire dans les séquences qui suivent, c'est définir une multiplication entre les matrices pour retrouver la matrice de g rond f. C'est-à-dire, on va définir une multiplication entre mg et mf pour faire en sorte que ça nous donne m de g rond f. Pour comprendre comment est défini le calcul qui nous intéresse, il va falloir revenir à la construction des matrices. Donc ici, j'ai juste fixé le cadre. On a grand E, grand F et grand G, trois espaces vectoriels de dimension finie, qui seront chacun munis d'une base. Et j'ai juste précisé ici la base de l'espace vectoriel E, qui sera U1, U2, UN. J'ai pris une application linéaire F qui va de grand E dans grand F, et une application linéaire G qui va de grand F dans grand G. Et on a vu que si on compose ces deux applications linéaires, ça nous donne une nouvelle application linéaire, G rond F, qui va aller de grand E dans grand G. Ensuite, pour simplifier un peu les notations matricielles, j'ai juste mis que MF c'est la matrice de F, MG c'est la matrice de G, et MG rond F c'est la matrice de G rond F. Alors revenons un instant sur la construction de la matrice de F. Pour construire la matrice de F, on regarde une base de l'espace de départ, et puis on en calcule les images, f de U1, f de U2, f de UN. Et quand on a les images, on les représente matriciellement dans la base de l'espace vectoriel d'arrivée. Ce qui fait que MF sera constitué de colonnes C1, C2 jusqu'à Cn, où CI, ça sera la matrice de f de UI dans la base de l'espace d'arrivée de f, c'est-à-dire ici dans BF. Maintenant, regardons la matrice de G rond f. G rond f, c'est la même chose. On aura des colonnes comme ceci.
Et on va regarder les images par G rond F d'une base de l'espace de départ. Ah bah l'espace de départ ici pour G rond F c'est grand E, donc on va regarder les images des UI. Et puis on va les représenter matriciellement en colonnes dans la base d'arrivée. Si bien que si on note les colonnes ici C1', C2' jusqu'à Cn', et ben Ci', ça sera la matrice de G rond F de UI dans la base de l'espace vectoriel d'arrivée de G rond F, c'est-à-dire ici BG. Alors, regardons un petit peu plus cette formule ici. On va la torturer un peu. Je vais la réécrire. Ci', c'est la matrice dans BG de G rond F de UI. Alors, G rond F de UI, c'est en fait G de F de UI. Donc je remplace ceci, donc la matrice dans BG de G de F de UI. Et ce que l'on a sous les yeux ici, c'est une application linéaire G qui s'applique au vecteur f de UI. Mais matriciellement, on a appris à le faire, ce truc-là. La matrice de G de f de UI, c'est le produit matriciel mg fois la matrice de f de UI, qui sera une matrice colonne. Dans la base de f de UI, f de UI appartient à grand F, donc ça sera B grand F. Et regardez le calcul qu'on a sous les yeux. Cette chose-là, là, eh bien, on l'a déjà vue. Elle était ici. C'est en fait CI. Donc ce que l'on a, c'est MG fois la colonne CI. Et là, on tombe sur cette formule très importante qui dit que la ième colonne de la matrice de G rond F, c'est-à-dire CI', est égale à MG fois la ième colonne de la matrice de F. Maintenant que nous avons vu comment étaient reliées les colonnes de la matrice de G rond F avec les colonnes de la matrice de F, nous allons pouvoir définir un produit matriciel entre MG et MF qui va faire en sorte que l'on va retrouver la matrice de G rond F. Alors voici comment on va le définir. MG fois MF, c'est aussi MG fois la colonne 1 de MF, la colonne 2 de MF, jusqu'à la colonne N de MF. Donc j'ai juste repris cette notation-là. Et on va définir ce produit de cette manière-là. Dans la première colonne, vous allez mettre le résultat de l'opération MG fois C1. Comme ceci. Cette colonne-là sera MGC1. Dans la deuxième colonne, vous allez mettre le résultat de MG fois C2. Et vous faites ça sur toutes les colonnes, donc jusqu'à la dernière, où on aura MGCN. Alors regardons pourquoi ce calcul fonctionne bien. MGC1, grâce à cette formule, c'est C1'. Ça, c'est aussi égal à C1'. MGC2, c'est C2'. Et évidemment, ça marche tout le long, jusqu'à Cn'. Et ce que l'on a sous les yeux, c'est C1', C2', Cn', c'est-à-dire la matrice de G rond F. Donc, le produit matriciel défini de cette manière-là permet, en multipliant Mg avec Mf, de retrouver Mg rond F. En résumé, lorsque vous faites le produit matriciel de Mg fois Mf, eh bien, la première colonne sera le calcul de Mg fois la première colonne de Mf. La deuxième colonne sera le calcul de Mg fois la deuxième colonne de Mf, etc., etc., sur toutes les colonnes. Pour ce premier exemple de calcul du produit de deux matrices, je vous propose de le traiter de deux manières différentes. La première sera très détaillée, c'est-à-dire je vais vous montrer tous les détails des calculs en jouant sur les colonnes. Puis après, je vais vous montrer comment on peut aller un petit peu plus vite en utilisant un brouillon. Alors, on veut multiplier ces deux matrices-là, et je vous rappelle que dans la première colonne du résultat, on doit mettre le résultat du produit de cette matrice
fois cette première colonne ici. C'est-à-dire on doit faire le calcul suivant. 1, 3, 2, 2, moins 1, 0, appliqué à la colonne 1, 1, 2. Alors faisons le calcul. Ici nous avons 1 fois 1, plus 2 fois 1, moins 1 fois 2. Ensuite, 3 fois 1, plus 2 fois 1, plus 0. Ce qui nous donne la colonne 1, 5. Eh bien 1, 5, on le reporte ici, dans la première colonne. Maintenant, pour avoir la seconde colonne, nous allons appliquer notre matrice, mais cette fois-ci à la seconde colonne qui est ici, moins 1, 1, 1. Donc on doit faire le calcul suivant, 1, 3, 2, 2, moins 1, 0, appliqué à moins 1, 1, 1. Faisons le calcul. Ça nous donne moins 1, plus 2, moins 1. Ensuite, moins 3, plus 2, plus 0. Ce qui nous fait 0, moins 1. Et 0, moins 1, eh bien, on le reporte dans la deuxième colonne. Et on vient d'effectuer la multiplication de ces deux matrices. Maintenant, observez les calculs qu'on vient de faire. Pour trouver cette première colonne, on a fait cette colonne-là appliquée à ceci. Mais ça, on pourrait le faire directement. On pourrait dire, bon, bah, d'accord, les calculs qui sont là, c'est pas utile de les poser. On peut faire directement en disant, bah, je vais faire cette colonne appliquée à cette ligne, qui va me donner ça. Puis après, cette colonne appliquée à cette ligne, qui va me donner ça. Et puis après, pour avoir la deuxième colonne, je prends la deuxième colonne appliquée à cette ligne, qui va me donner ça. Puis deuxième colonne appliquée à cette ligne, qui va me donner ça. Alors faisons-le. Je vous montre comment je m'y prends, moi, en utilisant un brouillon. Si je veux le premier élément là, de la première colonne, donc j'applique cette colonne à cette ligne. Je sors un brouillon et je fais le calcul. 1 fois 1, ensuite 2 fois 1, et ensuite moins 1 fois 2. Ce qui me fait 1. Et je mets le résultat ici. Ensuite je veux le deuxième élément, donc je vais appliquer cette colonne toujours, mais cette fois-ci à la deuxième ligne. Donc 3 fois 1, plus 2 fois 1, plus 0, ce qui me fait 5. Ensuite, pour avoir la colonne suivante, eh bien, je vais faire la même chose, mais avec ça. Ça, je l'applique à la première ligne. Ça va me faire moins 1, plus 2, moins 1, c'est-à-dire 0. Donc je reporte 0 ici. Enfin, pour avoir l'élément qui est ici, je suis dans la deuxième colonne, donc j'applique ma deuxième colonne, mais à la ligne suivante, ce qui va faire moins 3, plus 2, plus 0, c'est-à-dire moins 1. Et vous voyez, j'ai obtenu le même résultat, et en fait les calculs au brouillon, eh bien, ce sont les mêmes que ceux qui sont ici. La différence, c'est que ça prend moins d'espace sur ma feuille. Voici deux nouveaux exemples de produits matriciels. Je vous invite comme d'habitude à mettre la vidéo sur pause, à essayer de les traiter par vous-même, puis à vérifier vos calculs à l'aide de ma correction. Alors pour ce premier exemple, on considère la première colonne, puis on va l'appliquer successivement aux 3 lignes de cette matrice. Alors quand on applique cette colonne à cette première ligne ici, ça nous fait 2 fois 1, plus moins 1 fois 2, plus 3 fois 1, c'est-à-dire 3. Ensuite, appliquons cette colonne, mais à la deuxième ligne cette fois-ci, 1 fois 1, plus 1 fois 2, plus 2 fois 1, ce qui nous fait 5. Et toujours cette colonne, mais à la troisième ligne, donc 1 fois 1, plus 1 fois 2, plus 1 fois 1, ce qui nous fait 4. Passons à la seconde colonne. Seconde colonne appliquée à la première ligne, ça nous fait moins 2, plus 9, c'est-à-dire 5. Appliqué à la seconde ligne maintenant, 1 fois moins 1, 1 fois 2, 2 fois 3, 6, c'est-à-dire 7. Et enfin, à la troisième ligne, moins 1,
plus 2, plus 3, ce qui fait 4. Et nous avons effectué le produit de ces deux matrices. Passons à l'exemple suivant. Appliquons la première colonne à la première ligne, ça nous fait 2 fois 1, plus 1, donc 3. Maintenant la deuxième ligne, 1 fois 1, plus 2 fois 1, c'est-à-dire 3. Passons à la colonne suivante, 2 fois 2, 4, plus 1 fois 1, donc 5. Ensuite on applique cette deuxième colonne à la ligne suivante, ça nous fait 1 fois 2, plus 2 fois 1, donc 4. Et pour terminer, appliquons la dernière colonne à la matrice, donc ça nous fait 2 fois 1, plus 1 fois 2, donc 4. Et toujours dernière colonne, mais à la deuxième ligne, donc ça nous fait 1, plus 4, égale 5. Et on vient d'effectuer le produit de ces deux matrices. Passons maintenant à quelques remarques concernant le produit matriciel. Alors regardez ici, j'ai trois applications linéaires, F, G, H, qui me permettent de définir la composée de ces trois applications linéaires, qui sera une application qui va de E dans H, et qui sera H rond G rond F. Je vous rappelle que la composition est associative, c'est-à-dire que H rond G rond F, c'est égal à H rond G rond F entre parenthèses, ou bien c'est aussi égal à H rond G entre parenthèses rond F. Autrement dit, on peut faire le travail de composition d'abord sur G et F ou d'abord sur H et G, le résultat sera le même. C'est la raison pour laquelle en fait on ne met pas du tout de parenthèses lorsqu'on compose. Évidemment, on aura la même chose pour le produit matriciel, c'est-à-dire que si vous cherchez à calculer MH fois MG fois MF, eh bien soit vous faites le calcul d'abord sur MG et MF, comme ceci, ou bien vous pouvez faire le produit matriciel en commençant par MH-MG, comme cela. Cela n'aura aucune incidence sur les résultats du calcul. Autrement dit, le produit matriciel est associatif. Je vous rappelle que, de manière générale, la composition de fonctions n'est pas une opération commutative, c'est-à-dire qu'il n'est pas toujours vrai que f rond g est égal à g rond f. Maintenant, comme la multiplication matricielle est censée représenter une composition d'applications linéaires, eh bien il va se trouver également qu'il y a des situations où le produit matriciel ne sera pas commutatif. Alors, je vous ai mis un exemple ici. Si vous multipliez ces deux matrices, je vous laisse faire par vous-même les détails, moi je vais le faire rapidement, ça vous donne 1, 0, 1, 0 comme résultat. Maintenant, si vous permutez la place des deux matrices, c'est-à-dire celle-ci se retrouve en première position et celle-ci en deuxième position, et que vous faites le calcul, vous allez trouver 1, 0, 3, 0. Et vous voyez que le résultat du produit ne sera pas le même en fonction de la position des matrices. Par conséquent, le produit matriciel n'est pas commutatif. Maintenant, examinons les tailles de nos matrices dans notre produit matriciel. Je vous rappelle que la largeur d'une matrice correspond à la dimension de l'espace vectoriel de départ, tandis que la hauteur de la matrice correspond à la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée. Donc G va de grand F dans grand G, donc sa largeur correspondra à la dimension de grand F, tandis que sa hauteur correspondra à la dimension de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire grand G. Même chose pour la matrice de F, la largeur sera la dimension de grand E, et pour la hauteur, ce sera la dimension de grand F. Maintenant, G rond F va de grand E dans grand G, donc la matrice aura pour largeur dimension de E, et puis pour hauteur dimension de grand G.
Alors ce que l'on observe, c'est que le produit matriciel, ici, ne pourra se faire que si la hauteur de la matrice de F va correspondre à la largeur de la matrice de G. Et vous voyez, c'est en fait la même règle que l'on avait vue lorsqu'on multipliait une matrice par une matrice colonne. Il fallait que la hauteur de la colonne corresponde à la largeur de la matrice. Et c'est normal que ce soit la même règle, puisqu'on s'appuie justement sur ce calcul pour définir le produit des deux matrices. Une autre observation à faire, c'est que les dimensions ici de la matrice de G rond F, la largeur va correspondre à la largeur de la matrice que l'on multiplie à droite, tandis que la hauteur va correspondre à la hauteur de la matrice qui se trouve à gauche. Rappelez-vous, lorsque l'on a vu le produit d'une matrice fois une matrice colonne, on en a produit une formulation dans le but de la réutiliser soit dans des démonstrations théoriques, soit pour la programmer dans une machine. On va faire rigoureusement la même chose pour le produit de deux matrices. Alors rappelez-vous, une matrice peut être représentée par un jeu de deux indices, où le premier indice va représenter le nombre de lignes, et le deuxième indice va représenter le nombre de colonnes. Donc ici j'ai une matrice AIJ, ici j'ai une matrice BIJ, et regardez, la largeur de ma matrice AIJ c'est n, tandis que la hauteur de ma matrice BIJ ce sera n. Donc je peux bien faire le produit matriciel de ces deux matrices. Maintenant, en faisant les calculs, je tombe sur cette formule-là. Alors je vous rappelle, pour trouver la première colonne du résultat du produit, vous prenez la première colonne qui est ici et vous l'appliquez à la matrice qui est là. Donc ça va nous faire ça fois ça, plus 3 petits points, ça fois ça pour le premier élément. Vous tombez sur cette formule. Ensuite, pour l'élément en dessous, vous faites ça fois ça, plus 3 petits points, ça fois ça, et vous tombez sur cet élément-là. Et vous continuez jusqu'à la dernière ligne, ça fois ça, plus 3 petits points, ça fois ça, et vous tombez sur ceci. Pour avoir la colonne d'après, vous faites la même chose avec cette colonne, ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, vous tombez sur ceci, etc., etc., et vous faites le travail jusqu'à la dernière colonne. Maintenant, quand on a cette formule affreuse, il faut essayer de voir s'il n'y a pas des invariants pour s'y retrouver un petit peu. Alors regardez, les éléments sont constitués de sommes, et à chaque fois, le deuxième indice de A va correspondre avec le premier indice de B. Vous voyez, là j'ai 1 et 1, là j'ai 2 et 2, là j'ai n et n, et ça marche partout pareil. Regardez ici, 1 et 1, 2 et 2, n et n, et puis on peut regarder là si vous voulez, 1 et 1, 2 et 2, n et n. Ça c'est une première chose à observer. Maintenant, plaçons-nous par exemple sur la première ligne ici. Et regardez le premier indice de A. Eh bien, sur la première ligne, il vaut toujours 1, vous voyez, jusqu'au bout. Si on se place sur la deuxième ligne maintenant, eh bien, le premier indice de A, il va faire toujours 2, jusqu'au bout. Et si on se met sur la dernière ligne, la PIM, le premier indice de A va faire toujours P. Par conséquent, le premier indice de A représentera toujours le nombre de lignes. Maintenant, regardons les colonnes, si on se place sur la première colonne. Et si vous regardez le deuxième indice de B, eh bien sur la première colonne, il va faire toujours 1. Sur la deuxième colonne, le deuxième indice de B va faire toujours 2, si vous regardez bien. Et sur la dernière colonne, la Qème, le deuxième indice de B, eh bien, il fait toujours Q. Par conséquent, le deuxième indice de B représentera toujours la colonne de la matrice résultante du produit. Une fois qu'on a écrit ça, on a envie d'une formule un petit peu plus compacte, un petit peu plus réduite pour pouvoir la retenir. Alors j'ai écrit cette formulation-là. Si vous multipliez la matrice AIJ, donc I, ici c'est le nombre de lignes, il y en a ici P, J c'est le nombre de colonnes, il y en a N, fois la matrice BIJ, le nombre de lignes ici il y en a N, et le nombre de colonnes, J, il y en a Q. Et bien le résultat que vous allez obtenir, c'est cette formule-là. Ça va faire la somme des AIK BKJ. Donc vous voyez, j'ai bien une somme où le deuxième indice de A va coller avec le premier indice de B, où le nombre de lignes correspond au nombre de lignes que va représenter l'indice A, donc il y aura I
qui va aller de 1 à P. Et le nombre de colonnes, c'est le deuxième indice de B. Et il y en aura cette fois-ci Q. Et la somme va s'effectuer de 1 à n. Et si vous regardez bien, on a bien une somme à chaque fois avec n éléments. Alors vous allez me dire, ok, mais comment je vais retenir une formule pareille? Alors il y a des petites astuces visuelles, je vous en propose une. Donc pour retrouver ça, vous prenez vos deux matrices, vous collez les A et les B, et vous sommez sur les indices qui sont à proximité. Pour la taille de la matrice résultante, vous prenez les tailles aux extrémités, donc I va de 1 à P et J va de 1 à Q. Et puis pour savoir jusqu'à où vous allez sommer, vous regardez la taille qui sont en commun. Les tailles en commun ici, ce qui correspond en fait à la hauteur qui correspond à la largeur. Donc ici, c'est n. Alors cette astuce, elle vaut ce qu'elle vaut, vous pouvez en imaginer d'autres, mais c'est bien pratique si vous avez besoin de la mémoriser. Comme à notre habitude, nous allons regarder un exemple qui montre que le calcul matriciel rend bien compte du calcul direct. Pour ce faire, ici on va considérer deux applications linéaires, petit f et petit g, qui vont toutes les deux de R2 dans R2. Et on munira systématiquement R2 de sa base canonique, 1, 0, 0, 1, ce qui nous simplifiera les calculs. J'ai calculé pour vous la matrice de f dans les bases canoniques, la matrice de g également dans les bases canoniques, et puis je vous rappelle que la matrice du vecteur xy dans la base canonique, c'est tout simplement xy mis sous forme de colonne. Le calcul que l'on va faire ici, c'est le calcul de g rond f de xy. On va commencer par le faire de manière directe. Alors je vous rappelle que g rond f de xy, c'est en fait g appliqué à f, qui lui-même s'applique à xy. F de xy, on a la formule qui est ici, donc ça nous fait g de x plus y, x moins y. Et regardez ce que fait g, il prend xy et il les change de place. Donc si g s'applique à ceci, il va changer tout simplement la place des deux éléments qui se trouvent ici. Ça nous donne x moins y, x plus y. Donc voici le calcul de g rond f. Maintenant, faisons ce calcul matriciellement. Ce qui représente matriciellement g rond f de xy, c'est tout simplement la matrice de g rond f appliquée à la matrice dans la base que l'on considère de xy. Mais comme on travaille dans la base canonique, c'est tout simplement xy mis sous forme de colonne. Donc ce que l'on doit calculer, c'est ceci, la matrice de g rond f appliquée à xy. Maintenant, nous avons vu dans cette vidéo que la matrice de g rond f, c'est la matrice de g fois la matrice de f. La matrice de g, je vous l'ai donnée, c'est 0, 1, 1, 0. La matrice de f, je vous l'ai donnée également, c'est 1, 1, 1, moins 1. On multiplie ces deux matrices, alors ça nous fait 1 ici, moins 1 ici, et 1 ici. Évidemment, je vous invite à faire ce calcul en détail par vous-même. Maintenant, il faut calculer ceci, donc matrice de g rond f appliquée à xy, c'est donc cette matrice-là, 1, 1, moins 1, 1, appliquée à xy, qui nous donne x moins y, x plus y. Donc ceci représente g rond f de xy. Maintenant, si on veut revenir aux expressions initiales des vecteurs, on sait que comme on travaille dans une base canonique, pour retrouver à partir de la matrice le vecteur, il suffit de coucher cette matrice pour retrouver le vecteur. Donc, g rond f de xy, c'est tout simplement ceci mis sous forme couchée. C'est x moins y, x plus y. Et regardez l'expression qu'on a obtenue. C'est la même que celle que l'on a obtenue de manière directe. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ceci? D'abord que la multiplication de deux matrices est la représentation matricielle de la composition de deux applications linéaires. Il faudra que vous sachiez bien multiplier deux matrices. Évidemment, il est difficile de résumer cette technique en quelques secondes. Entraînez-vous bien et assurez-vous que vous êtes capable de faire les calculs assez rapidement. Retenez que la multiplication d'une matrice A fois une matrice B n'est possible que si la largeur de A est égale à la hauteur de B.
Retenez que la multiplication est associative et que la multiplication n'est pas commutative, c'est-à-dire qu'en général, le calcul de A fois B n'est pas égal au calcul de B fois A. Enfin, retenez la formulation qui peut être intéressante dans certaines applications, c'est-à-dire que si vous multipliez la matrice A et J fois la matrice B et J, vous obtiendrez une nouvelle matrice dont les éléments seront de la forme somme sur les k des AIK BKJ. Voilà, nous en avons fini avec la multiplication matricielle, et vous le verrez dans la pratique, c'est certainement cette technique qui sera la plus importante.